Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec notre séance de formation et nous allons donc voir la douleur nociceptive. On va commencer par une petite révision, comme on avait vu le mécanisme de la douleur. Donc, on va revoir maintenant le mécanisme de la douleur nociceptive qui est à peu près la même chose que ce qu'on avait vu. Ainsi, le mécanisme c'est un excès de stimulation nociceptive. On le verra plus tard. La douleur nociceptive, c'est une douleur qui, elle part des récepteurs. Ces récepteurs deviennent des nocicepteurs. Donc, une fois que le message retransmis par les récepteurs, c'est un message qui dit que la structure concernée, la structure où se trouvent les récepteurs, ces structures-là, est en danger. Donc, automatiquement, le récepteur se transforme en nocicepteur, comme on peut le voir sur le schéma. Et ce nocicepteur va faire suite une fibre nerveuse sensitive, parce qu'il ne faut pas oublier que la douleur, c'est une sensation. Donc, la douleur, elle vient du système de perception, du système sensitif. Et donc, ces nerfs-là vont arriver au niveau de la moelle inférieure et par l'intermédiaire des voies ascendantes, en passant par l'hypothalamus, on va avoir conscience de cette douleur. Heureusement pour nous, nous allons voir, il y a certains mécanismes de voies descendantes qui vont juguler ces messages et diminuer la perception de la douleur. Donc, c'est ça, la douleur nociceptive. C'est par un excès de stimulation nociceptive. Et dans ce cas-là, on va rester dans la douleur aiguë parce que on verra que la douleur chronique, ok, elle peut avoir une petite composante nociceptive, mais la douleur chronique va aussi entraîner une douleur neurogène. Si on se rappelle des trois étiologies de la douleur que nous avons, c'était la douleur nociceptive, la douleur neuropathique qui contient, qui peut être soit neurogène, soit névralgique, et nous avons la douleur cinématérielle, la douleur sans aucun objet somatique. Donc aujourd'hui, c'est la douleur nociceptive. Donc comme nous l'avons dit, la douleur nociceptive, qui dit douleur nociceptive, dit on parle de récepteurs et de nocicepteurs. Donc nous avons ces récepteurs-là, on les retrouve partout. Dans ce schéma-là, nous avons des récepteurs au niveau de la peau. Et au niveau de ces récepteurs, nous avons certains qui se trouvent au niveau des terminaisons libres de fibres nerveuses peu myélinisées ou non myélinisées, c'est-à-dire les fibres A delta ou les fibres C. Et donc, la conduction de ces fibres-là, elle va se faire, mais un petit peu moins rapidement que dans les fameuses fibres A alpha. Donc, dans les fibres A delta, nous avons des terminaisons libres et le message des fibres A delta sera plus rapide que le message des fibres C qui ne sont pas du tout myélinisées. Mais parmi ces récepteurs, nous avons d'autres récepteurs qui ne peuvent pas devenir des nocicepteurs. Et ces récepteurs-là sont attachés aux fibres A alpha, okay, qui sont très myélinisées. Mais il y en a d'autres qui peuvent devenir des nocicepteurs, et à ce moment-là, ils sont raccordés aux fibres A bêta. Donc, ces fibres A alpha, A bêta, elles sont elles sont reliées par des récepteurs bien différenciés sur le plan histologique, corpuscule de Mesmer, de Pacini, etc. Et c'est pour les sensations tactiles. Heureusement, nous avons des contrôles de cette douleur nociceptive. Le premier contrôle est donné par justement ce qu'on appelle le gate control ou théorie de Portillon. Cette théorie du Portillon, c'est au niveau du neurone périphérique, de l'intérieur de la synapse
au niveau de l'interneurone que l'on va retrouver au niveau de la moelle épinière, on va retrouver les terminaisons nerveuses des, des, des fibres nerveuses qui viennent des fibres A-alpha qui, comme je l'avais dit, étaient essentiellement tactiles. Et ces fibres, les flux nerveux venant de ces fibres A-alpha va provoquer la fermeture du portillon et on ne pourra pas ressentir ou on sentira beaucoup moins la douleur. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on se frotte la peau, quand on s'est frappé, et quand on se frotte la peau, justement, la douleur disparaît. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsque quelqu'un a une douleur et qu'il va faire un massage, automatiquement, si le massage n'est pas trop profond et qu'il reste au niveau de la peau, le massage va soulager la douleur. Donc, il n'y a rien de mystique, en fait, c'est tout simplement qu'un massage va surtout stimuler les récepteurs des fibres A-alpha et à ce moment-là, au niveau du portillon, il y aura un rétrocontrôle qui va soit inhiber, soit diminuer la douleur. Deuxième type de contrôle que nous avons, c'est un type de contrôle réflexe. Par exemple, dans le feu de l'action, on ne ressent pas la douleur. Et pourquoi? Parce que si, par exemple, vous êtes dans une foule et qu'on se met à tirer et que vous vous enfuyez, si vous recevez une balle, par exemple, une balle à l'épaule, vous allez simplement ressentir un choc, mais pas de douleur. Pourquoi? Parce que par réflexe, vous devez vous mettre à l'abri et pour sauver votre vie. C'est ce qui est plus important que de tomber à terre à cause de la douleur. Mais vous savez voir aussi que lorsque on peut se couper avec, par exemple, un couteau, mais comme notre attention est retenue ailleurs, on ne ressent pas la douleur. Le troisième type de contrôle qu'on peut avoir, c'est par les centres supérieurs. C'est-à-dire, on se fait une raison. Okay? De par nous-mêmes, on arrive à dominer notre douleur et à ce moment-là, on ne la ressent pas ou on la ressent moins. C'est ce qui arrive dans l'effet placebo et c'est ce qui arrive aussi lorsqu'on peut faire l'hypnose. Maintenant, la classification de la douleur somatique. La douleur somatique, on va la classifier en deux catégories. Une catégorie qui sera claire, précise, pour bien comprendre, c'est la douleur somatique. Et puis, on va tomber dans le flou, le nébuleux que représente la douleur viscérale. Alors, la douleur somatique, c'est celle qui est ressentie dans la peau, les tissus sous-cutanés profonds, les structures musculaires, osseuses et articulaires. C'est une douleur qui est discriminative, ça veut dire qu'on peut savoir où est-ce qu'elle se trouve. C'est la discrimination. On verra ça un petit peu de façon beaucoup plus détaillée dans les 4 composantes de la douleur. Cette douleur somatique, nous avons 4 items pour qualifier la douleur somatique. Elle peut être vive, elle peut être sourde, elle peut être mécanique, elle peut être inflammatoire. Voyons avec la douleur vive et sourde. La douleur vive, c'est quand vous avez un processus nociceptif qui arrive. On va voir déclenchement d'un tas ce qu'on appelle de tas de produits comme la bradykinine, les ions H+, kalium, etc. Et tout ça, ça va provoquer l'activation du récepteur. Donc le stimulus va activer le récepteur. Et l'activation du récepteur par le stimulus, alors le stimulus, on se rappelle, c'est un événement qui arrive, qui va justement retirer l'état d'équilibre dans lequel la structure concernée se trouve. Donc, ce stimulus-là, quand il va activer le nocicepteur, ce phénomène, on l'appelle la transduction. Et le récepteur, qui devient nocicepteur, il est en fonction avec une fibre nerveuse. Dans ce cas-là, ce sera surtout des fibres A et delta, qui va arriver au niveau de la cône postérieure de la moelle épinière et faire synapse avec un interneurone. Et cet interneurone, au niveau local, va provoquer 2 réflexes. Le premier réflexe, c'est le déclenchement de l'inflammation. Donc, je rappelle que l'inflammation, c'est une mesure de défense vasculaire que l'organisme va avoir vis-à-vis d'une agression, que ce soit une agression physique, une agression infectieuse, virale, bactérienne. Bon,
Donc, face à une agression, un mécanisme de défense non spécifique constitue l'inflammation. C'est pour ça que dans certains livres, on va vous parler d'inflammation neurogène. Mais cet interneurone aussi va provoquer le phénomène de retrait. Si vous avez la main dans le feu, le réflexe vous permet de retirer votre main rapidement. Le réflexe est un acte irréfléchi, heureusement, parce que imaginons un peu qu'on n'ait pas justement cet acte irréfléchi. Donc, vous allez mettre votre main dans le feu, vous allez voir que, ah, oh, bon, mes doigts se noircissent. Oh, mais si mes doigts se noircissent, donc c'est que ma main se brûle. Ah, c'est pas bon, je dois retirer ma main. Donc, on ne peut pas avoir un acte réfléchi tout le temps. Il faut certains réflexes. Les réflexes, ça sert aussi lorsqu'on doit marcher. Et si vous devez vous mettre debout, vous n'avez pas une conscience claire et précise de la contraction et du relâchement de tous vos muscles au niveau du membre inférieur pour permettre d'avoir cette dynamique de la station debout ou encore cette dynamique de la marche. Donc, c'est un réflexe. Le réflexe, dans la douleur somatique, vous avez un réflexe de retrait, ici latéral, mais contralatéral aussi. Vous pouvez essayer de s'il y a quelque chose qui vous fait mal, vous essayez de repousser cette chose-là qui vous fait mal. Dans certaines compagnies de défense, d'autodéfense, on vous apprend aussi à provoquer des réflexes conditionnés sur la défense contralatérale. Mais au niveau de l'inflammation, la soupe inflammatoire va sensibiliser d'autres récepteurs en nocicepteurs et cela vont envoyer une réponse au niveau de la corne postérieure et cette réponse sera surtout utilisée par les fibres C, une réponse beaucoup plus lente. Et ils vont être responsables de la douleur sourde. Donc la transduction va réveiller le nocicepteur qui, par l'intermédiaire des fibres A delta, va donner la douleur vive et nous avons une réponse retardée au niveau des fibres C qui ne sont pas du tout myélinisées, responsables de la douleur sourde. La douleur sourde, c'est une douleur, on appelle encore ça une douleur en tache d'huile. Donc, lorsque vous piquez le doigt, au niveau de la piqûre, vous avez une douleur vive, une forte douleur que vous ressentez. Et après ça, vous sentez que la douleur a tendance à s'étaler et prendre tout le doigt. Ça, c'est la douleur sourde. Ensuite, la douleur somatique, elle peut être aussi de deux types, une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. Donc, les douleurs inflammatoires, c'est dû justement à la réponse neurogène, à la réponse neurogène inflammatoire. Ce sont des douleurs surtout nocturnes, parce que c'est quand il n'y a pas ou bien une diminution de l'activité. Donc, le soir, on ne bouge pas très bien et ça va réveiller la douleur. OK? Donc, des douleurs de repos. Lorsqu'on dort, on sécrète moins de cortisone naturelle. Ainsi, cette cortisone naturelle qui est analgésique, si on n'en a plus, elle peut provoquer un réveil. Et ces douleurs inflammatoires s'accompagnent de raideur matinale, raideur qui peut prendre 1 à 2 heures pour passer. Est-ce que la douleur mécanique, c'est une douleur de mouvement? C'est lorsqu'on fait un mouvement, lorsqu'on utilise notre membre, la partie concernée. Et le plus souvent, ça se fait de jour. Donc, c'est une douleur diurne. OK? Elle est donc aggravée par les mouvements. Le soir, si vous bougez, ça va faire mal. Sinon, le repos, elle est calmée. La douleur mécanique est calmée par le repos. Et le matin, vous avez un phénomène de dérouillage, mais pas de raideur, et ça s'en va assez rapidement. Voilà, ça c'était pour la douleur somatique. Maintenant, on va voir la douleur nociceptive viscérale. Dans ce cas-là, on est dans le nébuleux. Hein? Elle est mal localisée, avec des projections et des structures somatiques. Elle produit des réactions motrices non spécifiques locales dans tout le corps. Elle produit des réactions automatiques fortes. Ça entraîne la sensibilisation des tissus somatiques. Ça produit des réactions affectives fortes parce qu'il va y avoir des décharges suivant
le système sympathique ou bien parasympathique. Ça, c'est la douleur viscérale. Et dans la douleur viscérale, on va avoir une particularité, c'est la fameuse douleur rapportée. Alors là, les littératures n'arrivent pas à s'entendre. Nous avons les douleurs rapportées, les douleurs référées. Il y a plusieurs thèmes pour expliquer cette douleur rapportée. Et cette douleur rapportée, elle est due à quoi? Elle est due au fait que notre cerveau n'a pas conscience de nos viscères. Il n'y a pas réellement une aire corticale qui nous permette au niveau de la frontale ascendante, si je ne dis pas de bêtises, donc au niveau de l'aire sensitive corticale. Et comme on n'a pas cette conscience de nos viscères, le cerveau va donc se tromper sur la localisation de la douleur. Ainsi, la douleur viscérale, elle n'est pas discriminative. Sur ce schéma-là, vous pouvez voir que vous avez un muscle ou bien un viscère en arrivant à la corne postérieure vers la substance gélatineuse de Rolando. Bon, en tout cas, au niveau de la corne postérieure, lorsqu'il va faire synapse, ils vont faire synapse avec les mêmes neurones qui portent de la peau. Mais comme le cerveau a conscience de la peau, donc le cerveau va nous faire ressentir la douleur, non pas au niveau du viscère, mais bien au niveau de la peau qui correspond au métamère qui reçoit les innervations du viscère et de la peau. Donc, c'est comme une illusion douloureuse où le cerveau se trompe. Okay. Ici, vous avez un petit schéma de l'homoculus sensitif. Vous voyez que la main est très bien représentée, les yeux, la bouche, tout et tout. Mais il y a très peu de viscères. Un exemple de toutes les aires cutanées qui vont être concernées avec les viscères qui seront atteints. Ainsi, la clinique, comme on a dit, on est dans le vague, dans le vaporeux. Ce sont des cliniques profondes, souvent torsion. En créole, les gens, Mounio Paldi, ils vont manger de torsion, de morsure, de crampiforme. Nous avons les fameuses coliques, puisque la plupart des viscères ont des muscles lisses qui vont se contracter fortement et donner des douleurs spastiques, des douleurs ténébrantes. Tout ça, ce sont les qualificatifs de la douleur viscérale. Comment traiter la douleur somatique? Et cette douleur somatique, elle va dépendre des différents paliers. Mais, par exemple, pour le palier 1, on va utiliser un analgésique d'origine centrale tel que le paracétamol et on va l'associer ou non à des anti-inflammatoires, okay, tels que l'ibuprofène. Mais pour que ce traitement-là soit efficace, il faut respecter les doses et les horaires pour ne pas créer ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques où le patient se retrouve sans son analgésique, ce qui va provoquer une recrudescence de la douleur. Maintenant, pour le palier 2, on va associer au paracétamol et l'anti-inflammatoire, on va ajouter le tramadol, la codéine ou bien la nalbuphine. Bon, je ne pense pas qu'on la retrouve réellement en Haïti. Tandis que pour le palier 3, on retire les drogues du palier 2 et on ajoute la morphine. On a un petit problème pour la morphine, on a peur de la morphine. Et pourtant, c'est prouvé que la morphine, lorsqu'elle est utilisée pour une douleur, pour traiter une douleur, elle ne rend pas toxicomane. Okay? Donc, on n'a pas de phénomène d'accoutumance. On peut avoir un phénomène de retrait, un phénomène de retrait, de sevrage, mais pas d'accoutumance. La différence qu'il y a entre le sevrage et l'accoutumance. Le sevrage, c'est que vous donnez à la personne un médicament, mais dans l'organisme, vous pouvez avoir un équivalent de ce médicament. Par exemple, lorsque vous donnez de la morphine, vous allez provoquer chez la personne une diminution de la sécrétion de ces morphines naturelles qu'on appelle des endorphines. Ainsi, lorsque vous arrêtez le traitement de morphine, vous devez le faire de façon
progressive pour que le corps recommence à sécréter ces endorphines qu'il ne sécrétait plus puisqu'il y avait la morphine que vous absorbiez. Tandis que l'accoutumance, c'est un petit peu différent parce que dans l'accoutumance, lorsque la personne prend sa drogue, la drogue va provoquer une sécrétion, entre autres une sécrétion d'endorphine. Vous voyez la différence? Alors que lorsque vous donnez de la morphine au patient, vous allez justement déprimer, entre guillemets, la sécrétion d'endorphine de l'organisme. Ok, lorsque la personne, le drogué lui-même, il voit ça, il va sécréter, il va augmenter la sécrétion de ces endorphines. Et l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. Et cette hormone du plaisir, on a droit à cette hormone du plaisir qu'après avoir fait quelque chose de spécial, comme manger quelque chose qui nous plaît et faire un acte qui nous plaît. On sécrète, on est content, on sécrète des endorphines. Grâce à la drogue, la personne peut justement avoir cet état d'euphorie, même s'il a des problèmes. Et surtout s'il a des problèmes. Donc les problèmes ne lui donnent plus de problèmes. Et cet état d'euphorie, cet état de je n'ai plus de problème, la personne devient dépendante de cet état. Et c'est là que va avoir l'accoutumance. L'accoutumance, en fin de compte, c'est une personne qui devient dépendante de l'état de bien-être lorsqu'il provoque la sécrétion de ses endorphines. Donc voici la différence qu'il y a entre l'état d'accoutumance et le phénomène de sevrage que nous avons lorsqu'on prend la morphine. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes façons d'avoir la morphine par sirop, par comprimé, par injection, ou bien les fameuses pompes d'analgésie contrôlée. Donc voilà, c'était tout pour la douleur. Et le prochain chapitre, on verra la douleur neuropathique. Merci et donc à plus tard.